Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, là où la poussière rouge du Sahel rencontre les ambitions de l'homme puissant, se déroule une histoire qui va ébranler les fondements même du pouvoir politique. C'est l'histoire du président Ibrahim Traoré, un homme dont la force tranquille allait être mise à l'épreuve par l'une des trahisons les plus audacieuses de la politique africaine moderne. Un général décoré, ivre de promesses étrangères et d'ambitions personnelles, croyait qu'il pouvait simplement entrer dans le palais présidentiel et revendiquer le pouvoir comme un prix. Il avait des documents, du soutien, des armes. Mais ce qui lui manquait, c'était la seule chose qui finirait par le détruire, le respect de son propre peuple. Ce que vous êtes sur le point de lire n'est pas seulement un thriller politique, mais une masterclass sur la façon dont un véritable leadership réagit face à la trahison. La question n'est pas de savoir si le bien triomphera du mal, mais à quel point le mal s'effondre de façon spectaculaire lorsqu'il est confronté à une intégrité inébranlable. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la terre rouge de Ouagadougou. Alors que la ville s'éveillait lentement à ce qui allait devenir l'un des jours les plus extraordinaires de l'histoire politique tumultueuse du Burkina Faso, l'air était imprégné de ce calme particulier qui précède souvent les événements importants, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle en prévision de ce qui allait arriver. À l'intérieur du modeste palais présidentiel, une structure loin des démonstrations de pouvoir grandioses tant prisées par d'autres dirigeants africains, le président Ibrahim Traoré était assis dans son bureau spartiate, entouré de livres plutôt que d'or, de cartes plutôt que de portraits de lui-même. À 34 ans, il était l'un des plus jeunes chefs d'État du continent, mais son regard portait le poids de celui qui avait vu bien plus que ce que son âge aurait dû lui permettre. La lumière fluorescente vacillait par intermittence, projetant des ombres dansantes sur la lettre manuscrite qu'il tenait, une lettre qui allait bientôt s'avérer être le premier domino d'une chaîne d'événements exposant la pourriture au sein de son propre établissement militaire. Écrite avec une main habituée au secret, elle détaillait des réunions clandestines de la semaine passée, attachés étrangers, officiers militaires et mystérieuses mallettes échangées en pleine nuit. Alors qu'il relisait le rapport de renseignement, son visage demeurait impassible. Mais son esprit, lui, anticipait les ramifications, les connexions, l'inévitable confrontation approchant comme une tempête à l'horizon. Son rituel de thé amer et de silence matinal fut interrompu par le bruit de bottes lourdes sur le sol en marbre. L'ironie ne lui échappait pas, un homme qui avait pris le pouvoir par sa bravoure militaire confronté à une trahison émanant de la même institution. On frappa à sa porte à 8h30 précise. « Monsieur, le général Duamba est ici. » « Il n'a pas pris rendez-vous, monsieur. Il vient d'arriver avec un dispositif de sécurité complet et exige de vous voir immédiatement. » Traoré posa sa tasse avec un soin calculé. Le bruit de la céramique résonna dans la pièce comme un coup de feu. Il attendait ce moment depuis 48 heures, depuis qu'un message codé lui était parvenu par un canal de communication non militaire. Bref, mais glaçant, mouvement détecté. Réunion secrète entre le général Douat et des attachés français. Plutôt que de paniquer, il avait souri. Non pas un sourire naïf, mais celui de quelqu'un qui savait que, dans le jeu du pouvoir, la patience est l'arme la plus redoutable. « Et dites au général que je le recevrai, » répondit-il calmement. C'est une conversation entre deux hommes, pas deux armées. Il s'assura que l'équipement d'enregistrement de son bureau fonctionnait. Chaque mot allait compter. Le général Madu Duamba entra, imposant et décoré, incarnation d'une époque révolue du commandement militaire. Mais malgré son assurance apparente, Traoré perçut immédiatement une tension dans ses gestes, un léger tremblement trahissant une nervosité mal contenue. « Monsieur le Président, » déclara Duamba sans courtoisie excessive, « je suis ici pour affaires officielles qui ne peuvent attendre. » Il sortit un dossier qu'il laissa tomber bruyamment sur le bureau. Le Conseil militaire a perdu confiance en votre leadership. Un gouvernement de transition est nécessaire. Vous êtes relevé de vos fonctions, avec effet immédiat. Traoré feuilleta les documents, lettres de commandant, soutien anonyme, proclamation de prise de pouvoir avec détachement. Puis, relevant à peine la voix, il demanda, « Savez-vous quel goût a la dignité, général ?» Pris de court, Duamba répondit, « Quelle dignité ?» Celle du silence avant le tonnerre, rétorqua Traoré. Le silence d'un homme qui sait que la vérité est plus puissante que n'importe quel document falsifié. Lorsque Duamba menaça de diffuser l'annonce du nouveau régime dans 2 heures, Traoré leva enfin les yeux. Son regard fit reculer le général.
C'est intéressant, car il y a 20 minutes, j'ai autorisé la diffusion d'enregistrements audio. Et soudain, les radios dans les rues s'activèrent. La voix de Duamba trahissait tout, les compromissions avec des puissances étrangères, les accords miniers contre l'intérêt du peuple, la volonté de se débarrasser d'un président trop intègre. Le tumulte monta à l'extérieur, les chants du peuple résonnaient. Traoré, pas une marionnette. Dans le bureau, Duamba s'effondra. Ses décorations semblaient désormais peser comme des chaînes. Il murmura, « Tu ne comprends pas. Les pressions économiques, les compromis. » Compromis, répliqua Traoré. Ce que j'ai entendu, c'était une vente de notre avenir. Il décrocha le téléphone. Ici le président Traoré. Envoyez 2 officiers de la police militaire. À leur arrivée, il déclara fermement, le général Duamba est en état d'arrestation pour complot contre l'État, trahison, et collaboration avec des puissances étrangères. Veuillez l'escorter. Et ainsi, en ce matin où l'histoire bascula, le peuple du Burkina Faso fut témoin non pas d'un renversement, mais d'une victoire de la vérité sur la perfidie. Le général Duamba, menotté et escorté hors du bureau présidentiel, gardait la tête basse. Les flashs des caméras installées à l'entrée du palais capturèrent l'image d'un homme jadis craint, désormais réduit à une figure de trahison. Dans les rues de Ouagadougou, la foule s'était massée. Les visages étaient tendus, certains en colère, d'autres soulagés. Tous comprenaient qu'ils venaient d'assister à un tournant historique. Traoré, resté seul un instant dans son bureau, ferma les yeux. Il ne se sentait pas victorieux. Pas encore. Il savait que cette victoire était seulement la première bataille d'une guerre plus large, celle contre l'ingérence étrangère, contre la corruption rampante, contre le poison du cynisme qui avait infecté tant de gouvernements africains. Son conseiller principal entra discrètement. « Monsieur le Président, la presse internationale demande une déclaration. » Traoré hocha la tête. Il s'avança vers le balcon du palais, faisant face à la foule. Les voix s'élevèrent, des chants patriotiques, des cris de joie, des larmes même. Il leva la main. Le silence se fit progressivement. « Peuple du Burkina Faso, aujourd'hui, vous avez été les témoins de la vérité. Pas la vérité des armes, mais celle des principes. Pas la vérité d'un seul homme, mais celle d'une nation debout. » Il laissa un silence s'installer, regardant la foule. Il y a ceux qui veulent nous faire croire que notre dignité a un prix. Qu'on peut vendre notre avenir pour des concessions minières ou du soutien militaire. Aujourd'hui, nous avons prouvé qu'ils ont tort. Nous sommes un peuple libre. Et nous le resterons. La clameur fut immense. Le sol vibra sous l'élan collectif. Mais au loin, dans une pièce sombre d'une ambassade voisine, un homme raccrocha le téléphone. Il venait d'écouter le discours en direct. Son visage était tendu. Il a gagné cette manche. Mais il ne sait pas encore tout ce que nous avons en réserve. La caméra s'éteignit. Le prochain chapitre de cette lutte venait à peine de commencer. Quelques heures plus tard, dans une salle sécurisée du palais, Ibrahim Traoré était réuni avec son cercle rapproché. Autour de la table, ses ministres de la Défense, de la Sécurité intérieure, des Finances et des Affaires étrangères échangeaient des regards graves. Sur l'écran central, les visages des chefs de mission diplomatiques africains, en vidéoconférence, attendaient la parole du président. « Nous devons agir vite », déclara la ministre des Affaires étrangères. Les réactions internationales sont en cours. Paris nie toute implication, mais leur ambassadeur vient d'être rappelé pour consultation d'urgence. Traoré garda le silence. Il observait la carte satellite du pays, les mouvements suspects à la frontière nord, les bases étrangères, les mines de lithium surlignées en rouge. « Nous savons maintenant ce qu'ils veulent vraiment, dit-il. Nos ressources, notre position stratégique, notre docilité. » Le ministre de la Défense intervint, nos services confirment que d'autres officiers sont compromis. Le réseau de Duamba n'était que la surface. Certains plans parlaient de la mise en place d'un gouvernement fantoche avant la fin du mois. Un silence pesant s'abattit. Puis, Traoré se redressa lentement. Alors nous devons aller plus loin. Ce n'est plus une affaire militaire. C'est une refondation. Une opération vérité.
Il tourna son regard vers la caméra, s'adressant désormais à l'ensemble des leaders africains présents à distance. Mes frères et sœurs d'Afrique, ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'est pas un événement isolé. Ce que nous avons vécu au Burkina Faso est le symptôme d'un mal profond, l'Afrique gouvernée depuis l'extérieur, dirigée par des mains invisibles qui nous divisent, nous corrompent et nous affaiblissent. Il marqua une pause. Je vous invite à Ouagadougou. Dans 2 semaines. Pas pour une conférence de façade, mais pour un sommet de souveraineté africaine. Plus de deals cachés. Plus de bases militaires sans mandat du peuple. Il est temps de parler d'égal à égal. À l'autre bout du monde, dans une salle du Conseil de sécurité d'un pays occidental, une analyste tapait frénétiquement sur son clavier. Ils organisent une coalition. Il faut préparer une réponse. Son supérieur haussa un sourcil. Ce Traoré? Il est plus dangereux qu'on ne le pensait. Pendant ce temps, dans les rues de Ouagadougou, les gens continuaient de danser, de chanter, d'espérer. Ils ne savaient pas encore que le plus dur restait à venir. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient maîtres de leur destin. Et dans son bureau, Ibrahim Traoré fixait la nuit qui tombait sur sa capitale. Il savait que les prochains jours seraient cruciaux. Mais il avait désormais une mission plus grande que lui, allumer un feu que personne ne pourrait éteindre. 2 semaines plus tard, Ouagadougou vibrait d'une énergie inédite. Des drapeaux de 27 pays africains flottaient devant le centre international de conférences. Des convois blindés, des délégations en tenue traditionnelle, des journalistes du monde entier. Tous étaient là. Pas pour un sommet sponsorisé, mais pour ce que beaucoup commençaient à appeler la réunion des peuples libres. À l'intérieur, la salle était comble. Des présidents, des chefs traditionnels, des jeunes activistes et même d'anciens chefs rebelles, tous réunis par une seule idée, reprendre en main le destin du continent. Ibrahim Traoré prit la parole en dernier. Il se leva sans fiche, sans discours écrit. Il parla simplement, mais chaque mot était un coup de tonnerre. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que quelque chose de sacré a été violé. Nos terres ont été pillées, nos peuples manipulés, nos armées divisées. Tout cela au nom de la coopération, de la sécurité, du développement. Assez. Ce n'est plus un moment de diplomatie. C'est un moment de vérité. Il pointa l'écran derrière lui. Une carte s'afficha, les bases militaires étrangères sur le continent, les concessions minières détenues par des firmes étrangères, les flux financiers sortants. Voici ce que nous appelons souveraineté? Pendant que nos enfants meurent dans des écoles sans toit? Pendant que nos soldats manquent de munitions alors que nos sous-sols regorgent d'or, d'uranium, de lithium? Il fit une pause. Nous ne demandons plus la permission d'être dignes. Nous l'exerçons. Dans la salle, des murmures d'approbation. Puis des applaudissements. Des ovations. Certains dirigeants hésitaient encore, mais l'élan du peuple, palpable jusque dans les rues de Dakar, Kinshasa, Bamako, Nairobi, devenait impossible à ignorer. Mais pendant que l'Afrique se rassemblait, d'autres planifiaient dans l'ombre. À Bruxelles, un sommet spécial de l'OTAN venait d'être convoqué à huis clos. À Washington, des lobbyistes pressaient le Congrès de réévaluer leur politique africaine. À Paris, un rapport confidentiel circulait. L'émergence d'un bloc panafricain hostile à nos intérêts est une menace stratégique directe. Le président burkinabé doit être neutralisé avant qu'il ne devienne un symbole incontrôlable. Pendant ce temps, au sein même du continent, des agents dormants, des élites compromises, des entreprises sous couverture, recevaient de nouvelles consignes. La contre-offensive ne serait pas militaire au départ. Elle serait économique, numérique, médiatique. Déstabiliser la monnaie. Saboter les infrastructures. Diffuser des rumeurs. Diviser de l'intérieur. Traoré le savait. Et il était prêt. Il réunit une cellule restreinte, dans une salle souterraine du palais. Présent, une experte en cybersécurité formée à Cuba, un ancien chef des renseignements militaires, un jeune économiste burundais visionnaire, et une hackeuse sénégalaise que tout le monde appelait Sankara Digital. On ne gagnera pas cette guerre avec des fusils, dit-il. On la gagnera avec la vérité, avec la solidarité et avec la maîtrise de nos propres récits.
Il se tourna vers un tableau numérique où étaient écrites 3 phrases. Créer une monnaie numérique panafricaine. Lancer un média indépendant et panafricain. Déclassifier tous les accords secrets avec les puissances étrangères. Le vrai combat commence maintenant. 3 semaines plus tard, dans un ancien entrepôt reconverti à la périphérie de Ouagadougou, la lumière bleue des écrans illuminait les visages concentrés d'une centaine de jeunes experts venus de tout le continent. Programmateurs, analystes blockchain, juristes panafricanistes, vidéastes militants, économistes dissidents. Ils formaient ce que le président Traoré avait appelé l'unité Phénix. Objectif 1, créer une monnaie numérique panafricaine. Le projet s'appelait Kudi, mot qui signifie argent en langue Haoussa. Conçu pour être adossé à un panier de ressources naturelles africaines or, cobalt, lithium, cacao, pétrole, la monnaie serait décentralisée, résistante aux sanctions, et hors de portée des systèmes bancaires occidentaux. Chaque transaction serait traçable, publique, sécurisée. Et surtout, aucune banque centrale occidentale ne pourrait en bloquer l'usage. Ce ne sera pas qu'une monnaie. Ce sera une déclaration d'indépendance. Affirma la chef du projet, Aïssata Diallo, ingénieure malienne formée à Nairobi. Objectif 2, lancer un média panafricain indépendant. Baptisé La Voix du continent, le média serait disponible en 10 langues africaines majeures, avec des studios pilotes à Ouagadougou, Kampala et Lusaka. L'équipe éditoriale allait publier les documents secrets des accords coloniaux encore en vigueur, révéler les versements occultes aux élites corrompues, et diffuser des contenus culturels valorisant l'identité africaine, loin des filtres occidentaux. Si nous contrôlons le récit, nous libérons les esprits. Et les corps suivront. Déclara Adebayo Okonkwo, journaliste nigérian exilé après avoir dénoncé une fraude électorale soutenue par l'étranger. Objectif 3. Déclassifier tous les accords secrets. Une salle spéciale, surnommée le coffre des ombres, abritait des milliers de pages d'accords confidentiels, bases militaires déguisées en centres de formation, concessions minières bradées pour des prêts fictifs, protocoles d'immunité diplomatique pour des agents étrangers. Tous allaient être scannés, traduits, et publiés sur une plateforme d'accès libre appelée Lumumbalix. Le monde extérieur ne tarda pas à réagir. À Paris, une réunion de crise réunissait le président, ses chefs militaires et les PDG de plusieurs multinationales minières. Si cette plateforme publie ne serait-ce que 10% de ces documents, nos opérations au Sahel deviennent intenables. À Washington, un conseiller spécial du département d'État rédigea un mémo confidentiel. Traoré est devenu une menace systémique. Il faut lancer une opération d'isolement diplomatique et envisager une intervention indirecte. Mais dans les rues d'Abidjan, de Kigali, de Maputo, des foules se rassemblaient. Des pancartes brandies. Nous sommes le continent. Nous sommes Kudi. Les ressources au peuple. Pas aux empires. Des artistes peignaient les murs avec des portraits de Traoré et Sankara côte à côte. Des jeunes dansaient sur des beats révolutionnaires qui samplaient les discours du président. Et pendant ce temps, dans l'ombre, le contre-feu s'organisait. Une cyberattaque massive fut lancée contre le site de La Voix du continent. Des comptes fantômes diffusèrent de fausses informations accusant Traoré de dérive autoritaire. Un faux document divulgué tentait de l'impliquer dans des détournements de fonds. Mais Phénix était prêt. Le site resta en ligne grâce à des serveurs décentralisés en Afrique du Sud et en Algérie. Un fact-checking instantané exposa les manipulations. Et surtout, une vidéo explosive allait bientôt être diffusée, un enregistrement audio d'une réunion entre un ambassadeur européen et 2 ex-généraux exilés, planifiant l'assassinat politique du président burkinabé. Cette guerre n'est plus seulement la mienne, dit Traoré à son équipe en écoutant l'enregistrement. C'est celle d'un continent qui s'éveille. Et ceux qui s'accrochent à l'ancien monde devront apprendre à vivre dans le nouveau. La tempête approchait. Mais cette fois, l'Afrique ne tremblait plus. 2 jours avant la diffusion de la vidéo compromettante, une voiture banalisée se gara discrètement à quelques rues du palais présidentiel. À bord, 3 hommes aux accents variés, faussement habillés en entrepreneurs locaux, discutaient à voix basse. Le signal est confirmé. Le président dînera à la résidence secondaire de Koubri ce soir. Pas de couverture militaire renforcée. C'est le moment.
Ces hommes n'étaient pas des amateurs. Formés par des sociétés paramilitaires privées opérant en Afrique depuis des années, ils étaient mandatés officieusement pour exécuter ce que certains appelaient un « rétablissement de l'ordre ». Pendant ce temps, à l'intérieur d'un data center souterrain du ministère burkinabé de la sécurité numérique, l'unité Phoenix détecta une anomalie, un pic soudain d'activité sur une ligne satellite de communication cryptée reliée à l'ambassade d'un pays occidental. Aïssata, chef cybersécurité de l'unité, fronça les sourcils. On a une opération clandestine en cours. Mais ils sont trop confiants. Trop visibles. Elle fit déclencher le protocole Cobra 7, géolocalisation, écoute passive, redirection tactique. En moins de 7 minutes, l'unité intercepta un message audio confirmant l'objectif. Confirmer la neutralisation avant minuit. L'enregistrement doit être détruit. La voix du continent doit être sabordée avant diffusion. Le président fut immédiatement exfiltré du site de Koubri. Il quitta sa résidence en toute discrétion par un tunnel sécurisé, pendant qu'un faux convoi partait dans la direction opposée. Mais cette fois, Traoré ne voulait pas se contenter d'échapper. Il voulait exposer. Minuit. La voix du continent, malgré toutes les tentatives de sabotage, lança son émission spéciale, le complot de Koubri. En direct, les visages des 3 agents infiltrés furent montrés. Leurs voix, enregistrées lors de la planification de l'attaque, furent diffusées sans filtre. En parallèle, les messages cryptés échangés avec une ambassade étrangère étaient déchiffrés ligne par ligne. Le président est devenu incontrôlable. Il faut l'arrêter avant que d'autres ne suivent son exemple. La diffusion provoqua une onde de choc planétaire. À New York, des diplomates africains exigèrent une enquête de l'ONU. À Accra, Bamako, Libreville, des foules en colère encerclaient des ambassades étrangères. Sur Twitter, TikTok, et partout en ligne, le mot-clé #TraoréVérité monta en flèche. Mais la riposte ne s'arrêta pas là. Le lendemain matin, le président s'adressa au peuple depuis une grande place ouverte. Il portait un simple boubou blanc. À ses côtés, pas de militaires. Seulement des citoyens enseignants, infirmières, agriculteurs, jeunes diplômés. Il s'exprima avec calme, mais chaque mot résonna comme un serment. On a tenté de me faire taire. Pas par le vote, pas par le peuple, mais par la balle. Ce n'est pas moi qu'ils visent. C'est notre espoir collectif. Notre liberté. Il leva le poing. Alors je vous le dis, s'ils veulent notre silence, donnons-leur notre voix. S'ils veulent voler notre avenir, faisons-leur face. Pas avec haine. Avec dignité. Avec vérité. Avec unité. Partout en Afrique, quelque chose de nouveau naquit. Des gouvernements commencèrent à publier à leur tour des accords secrets. Des parlements lancèrent des audits des dettes injustes. Un mouvement appelé « Les 54 libres » pour les 54 pays africains naquit spontanément, coordonné par des étudiants, des artistes, des activistes. Et dans les hautes sphères du monde occidental, un constat glaçant se dessinait. L'Afrique ne se contente plus de résister. Elle s'organise. Et elle inspire. Mais dans les couloirs secrets d'un autre monde, une voix murmura. Très bien. Ils veulent la guerre économique ? Donnons-la leur. Commençons par détruire le QDI. 48 heures après le discours de Traoré, un séisme silencieux ébranla les marchés. Le QDI, monnaie numérique panafricaine, venait de franchir un cap symbolique, plus de 12 millions d'utilisateurs actifs, dont une part croissante dans les zones rurales où les banques classiques n'étaient jamais allées. Le succès était tel que plusieurs gouvernements envisageaient de l'adopter officiellement aux côtés de leur monnaie locale. Mais dans l'ombre, l'ordre avait été donné, abattre le QDI, coûte que coûte. L'infiltration. Des agents spécialisés, opérant via des sociétés écrans installées à Nairobi, Abidjan et Addis Abeba, infiltrèrent l'écosystème numérique du QDI. Ils lancèrent des transactions anormalement volumineuses, provoquant des ralentissements. Puis vinrent les faux utilisateurs, des centaines de milliers de comptes automatisés, créés pour inonder le réseau, simuler des bugs, générer des plaintes et miner la confiance. Sur les réseaux sociaux, des campagnes de désinformation éclatèrent. Le QDI vole vos données.
Le QDI est manipulé par le gouvernement. Le QDI, c'est l'espionnage déguisé. Certains médias internationaux reprirent ces accusations sans vérification. La pression diplomatique. Dans les coulisses du FMI et de la Banque mondiale, des prêts en cours à plusieurs pays africains furent brusquement suspendus. La raison invoquée ? Risque monétaire lié à une instabilité numérique non régulée. Des ambassadeurs firent pression sur certains gouvernements pour interdire le QDI, le qualifiant de « menace pour la stabilité régionale ». Le sabotage technique. Le 12 du mois, à 2h47 du matin, une attaque d'envergure fut lancée. Des pirates, appuyés par une puissance étatique, exploitèrent une vulnérabilité dans un vieux serveur utilisé par une antenne du réseau QDI au Lesotho. Objectif, provoquer un effondrement total du système de transaction. Pendant près de 45 minutes, le QDI fut paralysé. Des millions de citoyens ne purent acheter ni vendre. L'effet domino se fit sentir jusque dans les marchés de rue, les stations essence, les pharmacies rurales. Les ennemis du projet jubilèrent. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la contre-attaque de l'unité Phénix. La résilience numérique. Aïssata Diallo, chef du projet QDI, lança immédiatement le protocole Sankara, une manœuvre d'urgence qui activait une copie miroir décentralisée de l'ensemble du système, hébergé simultanément dans 8 pays africains. Le système redémarra. Lentement d'abord, puis plus vite, plus fort. Un message clignota sur tous les écrans. Le QDI ne tombera pas. Car il n'a jamais été une simple monnaie. C'est une volonté. La confiance revint. Et cette fois, elle était plus forte qu'avant. La déclaration. Le lendemain, le président Ibrahim Traoré s'exprima à nouveau. Cette fois, depuis un sommet économique africain improvisé à Lomé, aux côtés de 6 autres chefs d'État. Vous avez tenté de tuer une idée. Vous avez envoyé vos codes, vos virus, vos mensonges. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que l'Afrique n'est plus un terrain de jeu. Elle est un terrain de lutte. Et ce terrain, nous l'avons enfin décidé. Il brandit une carte, puis annonça. Dès aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée, la République centrafricaine et le Tchad adopteront le QDI comme moyen officiel de transaction intergouvernementale. Nous invitons les autres à nous rejoindre. Dans la salle, certains dirigeants hésitaient. Mais dans les rues de Dakar, Bujumbura, Harar, Dar es Salaam, le peuple chantait un seul mot. QDI. À Washington, le président américain recevait un rapport confidentiel. Et l'initiative panafricaine est plus solide que prévu. Le QDI est devenu un symbole. Une répression directe risque de provoquer un basculement global contre les anciennes puissances. Mais dans une villa isolée à Casablanca, un homme au téléphone dit calmement. Si la technologie ne les arrête pas, alors il faudra les atteindre autrement. Il fixa une photo sur son bureau, celle d'Ibrahim Traoré, entouré d'enfants dans un village du Nord. On passe à l'étape finale, le déshonneur. Alors que les menottes cliquetaient autour des poignets de Duhama, le général qui était entré dans le bureau avec tant d'assurance, 30 minutes plus tôt, apparaissait tel qu'il était réellement, un homme brisé, dont les ambitions avaient dépassé la personnalité, dont la cupidité avait pris le dessus sur son patriotisme. Mais le véritable drame ne faisait que commencer. À l'extérieur du palais, la nouvelle s'était répandue plus vite qu'une traînée de poudre dans les rues bondées de Ouagadougou. Les vendeurs du marché avaient fermé leurs étals. Les employés avaient quitté leurs bureaux. Les étudiants avaient déferlé hors des salles de classe. Ils étaient venus à pied, à moto, en voiture ou entassés dans des bus, tous convergeant vers le palais présidentiel pour assister à ce que beaucoup décriraient plus tard comme un moment de catharsis nationale. La foule rassemblée était sans précédent dans la ville. De mémoire d'homme, on n'avait rien vu de tel. Il y avait là des femmes âgées qui se souvenaient de l'époque coloniale, de jeunes hommes qui avaient grandi durant les années d'instabilité politique, et des enfants qui n'avaient connu que la promesse d'un avenir meilleur sous la direction de Traoré. Ils venaient de tous les quartiers, de toutes les classes sociales, de tous les groupes ethniques. Unis par une conviction commune, assister à un moment historique. Lorsque les portes du palais s'ouvrirent et que le général Duhama en sortit, encadré par des policiers militaires, la réaction de la foule fut immédiate et viscérale.
C'était l'homme qui avait tenté de leur voler leur voix, prêt à vendre leurs ressources à des puissances étrangères pour son profit personnel. Le voir menotté, tête basse, son arrogance balayée par le pas traînant d'un homme vaincu, déchaîna une vague de justification collective. Une femme âgée, le dos courbé par l'âge mais la voix claire d'une colère légitime, s'avança hors de la foule. « Honte !» cria-t-elle, ses mots tranchant l'air comme une lame. « Honte à vous de tenter de vendre l'avenir de nos enfants !» D'autres reprirent le cri, et bientôt toute la foule scanda à l'unisson, leur voix formant un rugissement puissant qui semblait faire trembler les fondations mêmes du palais. Mais le moment le plus marquant fut sans doute celui où un jeune garçon de 8 ou 9 ans s'échappa de la foule, lâcha la main de sa mère et courut vers le convoi de police. Dans ses mains, il tenait une pancarte bricolée à la hâte, sur laquelle on lisait en lettres maladroitement imprimées « Plus jamais ». La simplicité du message, l'innocence du messager, résumaient tout ce que le peuple ressentait. Le véhicule de police transportant Duhamel disparut dans le labyrinthe des rues de la capitale. La foule ne se dispersa pas. Elle commença au contraire à célébrer. Des musiciens de rue surgirent comme par enchantement, leurs tambours et instruments traditionnels créant un rythme vibrant au diapason du cœur du pays. Les vendeurs distribuèrent gratuitement nourriture et eau. Tous comprenaient que ce jour n'était pas un jour de profit, mais un jour de communion. La fête dura tard dans la nuit. Mais ce n'était pas qu'une simple réjouissance. C'était une réaffirmation des valeurs que beaucoup croyaient perdues à jamais. Des inconnus se parlèrent, échangèrent, partagèrent des souvenirs et des rêves. Les enfants, qui n'avaient entendu que des récits de coups d'État, avaient désormais une autre histoire à raconter, celle d'un peuple qui avait défendu sa démocratie non par la violence, mais par la vérité. À l'intérieur du palais, Ibrahim Traoré observait la scène depuis la fenêtre de son bureau. Son visage était pensif, non triomphant. Il comprenait que cette victoire, aussi éclatante soit-elle, ne marquait pas seulement la chute d'un général corrompu. Elle envoyait un message clair à tous ceux qui oseraient trahir le pays, le peuple du Burkina Faso ne resterait plus jamais silencieux. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner, des dirigeants internationaux le félicitaient, des journalistes réclamaient des interviews exclusives, des présidents africains voulaient comprendre comment il avait transformé un désastre annoncé en victoire nationale. Mais l'appel le plus marquant lui vint d'un enseignant d'un village isolé, à des centaines de kilomètres de la capitale. « Monsieur le Président », dit la voix grésillante à travers une mauvaise connexion, « mes élèves ont écouté la radio aujourd'hui. Ils veulent que vous sachiez qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Et qu'ils sont fiers d'être burkinabés. » Ce fut pour Traoré le rappel le plus fort que le véritable poids des événements ne se mesure pas en titres de presse, mais dans les cœurs éveillés des citoyens ordinaires. Ce soir-là, il savait que le pays avait changé. Et que plus rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain matin, un autre chapitre de cette page historique s'ouvrit. Le général Duhamel, désormais incarcéré dans un centre de détention militaire, fut officiellement déchu de son grade et de ses décorations lors d'une cérémonie retransmise en direct à la télévision nationale. Chaque médaille qui avait autrefois symbolisé son service et son autorité lui fut retirée, une à une, tandis que les accusations précises qui pesaient sur lui étaient solennellement lues à l'audience. Mais au-delà de la simple déchéance, ce fut la révélation de l'ampleur de la conspiration qui secoua le pays. L'enquête menée par les services de renseignement du président Traoré avait duré plusieurs mois. Chaque rencontre secrète avec des agents étrangers avait été surveillée, chaque communication interceptée, chaque document minutieusement catalogué. Traoré expliqua à la nation dans un discours national. Nous n'avons pas agi dans la précipitation ni par faiblesse. Nous avons choisi de laisser la conspiration se dérouler pour mieux en comprendre la portée. Nous devions identifier non seulement le chef de ce complot, mais tous ceux qui y participaient, toutes les puissances étrangères prêtes à intervenir, toutes les institutions susceptibles d'être corrompues. Les preuves dévoilées peignaient un tableau sombre de corruption et de trahison, bien au-delà de l'ambition d'un seul homme. Des comptes bancaires secrets à l'étranger, des achats immobiliers disproportionnés, des communications avec plusieurs services de renseignement étrangers, surtout, des plans pour accorder des droits d'exploitation minière à des entreprises étrangères en échange de leur soutien au coup d'État. Pourtant, malgré la gravité des faits, la réponse de Traoré resta mesurée et tournée vers l'avenir. Il insista pour que les conspirateurs soient jugés selon les procédures du système judiciaire,
excluant toute purge massive ou restructuration militaire radicale qui aurait pu plonger le pays dans un cycle de violence et de paranoïa. Le président annonça également une série de réformes destinées à renforcer les institutions démocratiques et à prévenir de futurs complots. Les officiers militaires seraient désormais soumis à une formation régulière en éthique, les obligations de transparence financière renforcées, et les communications avec des responsables étrangers feraient l'objet d'une surveillance accrue. Plus encore, Traoré lança un programme national d'éducation civique obligatoire pour tous les citoyens, des écoliers aux fonctionnaires, axé sur les principes de la démocratie, les droits et responsabilités des citoyens, ainsi que l'importance de veiller à la protection des institutions contre toute forme d'abus. Cette approche novatrice fit débat, certains la jugèrent trop indulgente, d'autres y virent la clé d'une stabilité durable. Dans les commentaires et forums, le peuple burkinabé s'exprimait, conscient que le combat pour la démocratie ne s'arrêtait pas là, mais devait continuer au quotidien. Sur la scène internationale, la gestion de la crise par Traoré fut largement saluée. Les démocraties du monde entier louèrent son calme et son attachement aux valeurs démocratiques, et plusieurs pays annoncèrent une augmentation de leur aide et de leurs investissements, convaincus que la stabilité politique du Burkina Faso était essentielle à la sécurité de la région. La France, ancienne puissance coloniale et directement liée à la conspiration par certains de ses agents de renseignement, fit une déclaration rare et officielle. Elle prit ses distances avec ces opérations non autorisées et promit des sanctions contre les responsables. Ce geste, bien que vu comme un simple geste diplomatique, marqua une prise de conscience plus large, l'ère des ingérences post-coloniales brutales touchait à sa fin. Dans les mois qui suivirent, l'exemple du Burkina Faso inspira d'autres pays africains à adopter des mesures similaires. Une coopération accrue entre services de renseignement africains vit le jour, afin de mieux identifier et contrer toute tentative d'ingérence étrangère. Mais l'impact le plus profond fut sans doute celui ressenti par le peuple burkinabé lui-même. La confiance renouvelée dans ses institutions, la fierté de voir la démocratie triompher, firent exploser les inscriptions sur les listes électorales. Les citoyens, jusque-là souvent désengagés, reprirent conscience de leur pouvoir et de leur rôle. Les associations citoyennes et les initiatives d'éducation civique se multiplièrent, tissant un filet de vigilance démocratique à la base, un rempart contre les dérives futures. L'histoire de la chute du général Duhama et de la défense courageuse de la démocratie par le président Traoré devint plus qu'un récit politique, elle se mua en une légende nationale. Un exemple transmis de génération en génération, rappelant que la dignité et la vérité sont les armes ultimes contre la tromperie et la corruption. Dans cette lutte entre le service désintéressé et l'intérêt personnel, entre la démocratie et l'autoritarisme, la victoire appartient à ceux qui savent défendre leurs principes avec courage, sagesse et patience. Dans les semaines qui suivirent, le procès du général Duhama et de ses complices débuta, marquant un moment crucial pour la justice et la transparence au Burkina Faso. Devant une salle d'audience bondée et sous le regard vigilant des médias nationaux et internationaux, les preuves accablantes furent présentées une à une. Les témoins, parfois anonymes, décrivirent avec précision les réunions secrètes, les échanges d'argent et les manipulations politiques. Le procureur insista sur le fait que ce procès n'était pas seulement une sanction contre des individus, mais un signal fort adressé à toute personne envisageant de compromettre la souveraineté du pays. Il rappela que la justice serait rendue dans le respect des droits fondamentaux, sans excès ni vengeance aveugle. La défense tenta de minimiser les faits, mais la gravité des preuves rendit ses arguments fragiles. Peu à peu, les accusations de complot, trahison et collusion avec des puissances étrangères furent confirmées. Le tribunal condamna finalement Duhama à une lourde peine de prison, assortie d'une interdiction à vie d'exercer toute fonction publique ou militaire. Ses complices furent également sanctionnés à divers degrés. Pendant ce temps, le président Traoré se concentra sur la mise en œuvre des réformes annoncées. Des lois renforçant la transparence financière furent votées, exigeant des déclarations détaillées de patrimoine pour tous les responsables publics et militaires. Des organismes de contrôle indépendants furent créés ou renforcés, dotés de moyens d'investigation accrus. Le programme d'éducation civique prit rapidement forme. Des campagnes de sensibilisation furent lancées dans les écoles, les universités et les centres communautaires, soulignant l'importance de la démocratie, du respect des lois et de la vigilance citoyenne. Ce mouvement citoyen suscita un véritable engouement, redonnant espoir à une jeunesse souvent désabusée.
Au-delà des frontières, cette expérience burkinabé devint un exemple inspirant. Plusieurs pays de la région demandèrent l'appui technique et le partage d'expertise pour développer leurs propres programmes de lutte contre la corruption et de renforcement démocratique. Des sommets régionaux furent organisés pour coordonner les efforts, échanger les renseignements et bâtir une solidarité nouvelle contre les ingérences extérieures. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou et des autres villes, la vie politique reprit un souffle nouveau. Les citoyens, désormais mieux informés et plus impliqués, organisèrent des groupes de surveillance, participèrent activement aux débats publics et pressèrent leurs élus de rendre compte régulièrement de leurs actions. Pour Ibrahim Traoré, ces changements représentaient la vraie victoire. Non pas celle du pouvoir ou de la gloire personnelle, mais celle d'un peuple qui avait retrouvé confiance en sa capacité à gouverner son destin. Chaque discours, chaque réunion, chaque rencontre avec les citoyens lui rappelait que la démocratie est un combat permanent, exigeant engagement, humilité et vigilance. L'histoire du coup d'État manqué et de la réponse exemplaire du président Traoré fut bientôt inscrite dans les programmes scolaires comme une leçon de civisme et de résilience. Les aînés racontaient aux plus jeunes cette période comme un moment charnière où le Burkina Faso avait refusé de plier face à la corruption et à la manipulation. Ainsi, le pays entama un nouveau chapitre, marqué par l'espoir et la détermination. Un chapitre dans lequel les promesses du passé pouvaient enfin devenir réalité, non par des mots creux, mais par des actions concrètes et une démocratie vivante, portée par la volonté de tous. Cependant, malgré les progrès visibles, les défis restaient nombreux. Les forces conservatrices et certains intérêts bien ancrés dans l'appareil d'État ne voyaient pas d'un bon œil cette nouvelle ère de transparence et de responsabilité. Des murmures de résistance, des tentatives de sabotage et des campagnes de désinformation commencèrent à se faire entendre dans certains cercles. Ibrahim Traoré savait que la vigilance devait rester de mise. Il renforça les liens avec la société civile, encourageant la création de plateformes indépendantes pour surveiller l'action gouvernementale et permettre aux citoyens de signaler toute dérive. La liberté de la presse fut protégée avec une attention particulière, les journalistes d'investigation jouant un rôle clé dans la consolidation de la démocratie. Sur le plan économique, le président fit face à la lourde tâche de redresser un pays marqué par des années de corruption et de mauvaise gestion. Il lança des programmes de développement durable, mettant l'accent sur l'agriculture, l'éducation et les infrastructures, tout en attirant des investissements étrangers responsables, transparents et respectueux des intérêts nationaux. À l'échelle internationale, la position ferme du Burkina Faso inspira un changement d'attitude chez plusieurs partenaires étrangers. Des négociations furent engagées pour renégocier certains accords miniers jugés défavorables, plaçant enfin les intérêts du peuple burkinabé au cœur des discussions. Dans les villages et les quartiers urbains, un nouvel élan de participation citoyenne prit forme. Les jeunes, galvanisés par le changement, s'impliquèrent dans des initiatives communautaires, des projets culturels et des programmes de leadership. Les femmes, longtemps marginalisées, occupèrent une place de plus en plus centrale dans la vie politique et sociale. Mais la paix et la stabilité restaient fragiles. Des groupes extrémistes cherchaient à profiter du contexte pour semer la violence et l'instabilité. Le gouvernement renforça ses efforts de sécurité tout en privilégiant des approches inclusives et dialogues avec les communautés concernées. Ibrahim Traoré, conscient des enjeux, poursuivit son engagement avec humilité et détermination, porté par la conviction que seul un leadership éthique et proche du peuple pouvait garantir un avenir durable. Ainsi, le Burkina Faso entama un parcours de transformation profonde, mêlant espoir, défis et le combat constant pour une démocratie véritablement au service de tous. Malgré les efforts déployés, une opposition sourde commença à se former au sein même des institutions. Certains hauts responsables, affectés par les réformes, cherchèrent à saper l'autorité du président Traoré par des manœuvres politiques et des alliances obscures. Des rumeurs circulaient sur des complots visant à déstabiliser le gouvernement, alimentant la méfiance dans certains cercles. Face à ces menaces, Traoré intensifia la coopération avec les forces de sécurité loyales, tout en maintenant un équilibre délicat entre fermeté et respect des droits humains. Il organisa des consultations régulières avec les leaders communautaires, les chefs religieux et les représentants de la société civile afin de renforcer l'unité nationale. Dans les médias, le débat politique s'enflammait, mais une grande majorité des citoyens soutenaient fermement le président, considérant ses actions comme un tournant historique. Les jeunes générations,
en particulier, voyait en lui un symbole d'espoir et de changement réel. Parallèlement, le président poursuivit ses visites dans les régions les plus reculées du pays, écoutant les préoccupations des populations souvent marginalisées. Ces rencontres renforçaient la confiance entre le gouvernement et les citoyens, et lui permettaient d'ajuster ses politiques pour répondre aux besoins réels du terrain. Sur le plan international, le Burkina Faso gagna en crédibilité et en influence. Plusieurs pays africains, impressionnés par son parcours, le sollicitèrent pour partager son expérience lors de forums et sommets internationaux. Ce nouvel engagement diplomatique ouvrit des perspectives d'investissement, d'échanges culturels et de partenariats stratégiques. Mais les défis sécuritaires restaient présents. Des groupes armés tentaient toujours de déstabiliser certaines zones, obligeant le gouvernement à combiner opérations militaires ciblées et initiatives de dialogue. La communauté internationale apporta son soutien sous forme de formation, d'équipement et d'aide humanitaire. À travers toutes ces épreuves, Ibrahim Traoré resta fidèle à sa vision, un Burkina Faso où la justice, la dignité et la démocratie triomphent durablement. Son leadership, fondé sur la transparence et la proximité avec le peuple, continuait d'inspirer et de mobiliser. L'histoire du pays était désormais en marche vers un avenir meilleur, mais elle demandait la vigilance constante et l'engagement collectif de tous ses citoyens. Cependant, dans l'ombre, une figure montante de l'opposition commençait à gagner en influence. Amadou Kaboré, un ancien ministre aujourd'hui désavoué, tirait les ficelles depuis les coulisses. Charismatique et rusé, il critiquait ouvertement les réformes de Traoré, qu'il qualifiait de naïves et dangereuses pour la stabilité du pays. Kaboré exploitait habilement les divisions régionales et ethniques, attisant les peurs et les ressentiments pour renforcer sa base politique. Il multipliait les discours populistes et les appels à un « retour à l'ordre », promettant sécurité et prospérité par des méthodes autoritaires. Malgré cette opposition, Traoré ne voulait pas tomber dans le piège de la polarisation. Il continua à privilégier le dialogue, appelant à l'unité nationale et à la responsabilité collective. Toutefois, il savait que pour préserver la paix, il lui faudrait aussi renforcer les institutions et assurer que la justice soit impartiale, y compris envers ceux qui cherchaient à déstabiliser le pays. La tension monta alors que les élections approchaient. Le pays tout entier semblait suspendu à un fil, oscillant entre espoir et incertitude. Les débats politiques devenaient de plus en plus passionnés, et la moindre étincelle risquait de dégénérer. Pour Traoré, la tâche était claire, préserver la démocratie, protéger son peuple, et démontrer que le pouvoir véritable réside dans la confiance et non dans la peur. À mesure que la campagne électorale avançait, les tensions s'exacerbèrent. Amadou Kaboré multipliait les meetings enflammés, galvanisant ses partisans avec un discours nationaliste et sécuritaire. Il dénonçait la « naïveté » de Traoré, accusant le président de fragiliser l'État en s'appuyant trop sur la société civile et en tolérant les critiques. De son côté, Ibrahim Traoré misait sur une campagne basée sur la transparence, l'inclusion et la reconstruction. Lors de ses allocutions publiques, il rappelait les progrès réalisés depuis la crise, tout en reconnaissant les défis qui restaient à relever. Son message insistait sur la nécessité d'unir les Burkinabés au-delà des différences ethniques, sociales ou politiques. Le jour du débat télévisé tant attendu arriva. Dans un studio bondé, sous les yeux de millions de citoyens, Traoré et Kaboré s'affrontèrent dans un échange vif et parfois tendu. Kaboré cherchait à déstabiliser Traoré avec des accusations de faiblesse et de complicité avec des forces étrangères. Traoré, calme et posé, répondit avec assurance, rappelant son engagement envers la démocratie et la souveraineté nationale. Les sondages d'après-débat montraient un avantage à Traoré, salué pour sa maîtrise du sujet et son intégrité apparente. Mais l'opposition ne lâchait rien, et la campagne se durcit encore, avec des actes d'intimidation isolés et des rumeurs de déstabilisation. Malgré tout, le peuple burkinabé semblait résolument tourné vers l'avenir. Partout dans le pays, les citoyens parlaient de la nécessité de protéger la démocratie naissante et de soutenir un leadership honnête et responsable. Alors que le jour des élections approchait, toute la nation retenait son souffle, consciente que cette élection ne serait pas seulement un choix politique, mais un véritable test pour l'avenir démocratique du Burkina Faso. Alors que le soleil se couchait sur Ouagadougou en ce jour historique, projetant de longues ombres sur la cour du palais où les citoyens continuaient de célébrer tard dans la nuit, le message était clair.
La démocratie, lorsqu'elle est défendue avec intelligence et intégrité, est plus forte que n'importe quelle conspiration, plus puissante que n'importe quelle ingérence étrangère, et plus durable que les ambitions de n'importe quel dirigeant individuel. Le général pensait être invincible, mais il avait appris à ses dépens qu'en fin de compte, la voix du peuple serait toujours plus forte que n'importe quel accord en coulisses, n'importe quelle promesse étrangère ou n'importe quel métal sur la poitrine d'un homme corrompu. Voilà ce qui arrive lorsque la dignité rencontre la tromperie. Et la dignité ne gagne pas seulement. Cela humilie ceux qui pensaient pouvoir voler ce qui appartient au peuple. Les conséquences de la chute spectaculaire du général Douamba provoquèrent une onde de choc dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest qui allait se répercuter pendant des mois. Les agences de renseignement de tout le continent commencèrent à mener leurs propres enquêtes internes, conscientes que si une conspiration aussi élaborée pouvait être découverte et démantelée au Burkina Faso, des réseaux similaires pourraient opérer à l'intérieur de leurs propres frontières. La méthode par laquelle Traoré avait permis à la conspiration de se développer pleinement avant de frapper devint une étude de cas en matière de guerre du renseignement, démontrant que parfois la défense la plus efficace était de laisser ses ennemis se révéler complètement avant de passer à l'action contre eux. 3 jours après l'arrestation de Douamba, alors que les enquêteurs continuaient de démêler toute l'étendue du complot, une deuxième vague de révélations apparut, qui allait s'avérer encore plus dommageable pour ceux qui avaient soutenu la tentative de coup d'État manqué. Dans les communications cryptées interceptées au cours des mois précédents se trouvaient des documents financiers détaillés montrant un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà d'une simple conspiration militaire jusqu'au plus haut niveau du commerce international et de la diplomatie. Les documents révélèrent que les hommes de main de Douamba lui avaient promis non seulement le pouvoir politique, mais aussi une richesse personnelle qui aurait fait de lui l'un des hommes les plus riches d'Afrique de l'Ouest. Des comptes bancaires suisses avaient été ouverts à son nom. Des propriétés de luxe dans les capitales européennes avaient été achetées comme refuge pour son éventuel exil. Et le plus choquant de tout, c'est qu'un plan détaillé avait été élaboré pour l'exploitation systématique des ressources naturelles du Burkina Faso, qui aurait généré des milliards de profits pour les sociétés étrangères tout en ne laissant au peuple burkinabé que des ravages environnementaux. Le président Traoré, en examinant ces documents dans son bureau tandis que le soleil du matin entrait à travers les fenêtres qui avaient été témoins de tant d'histoires au cours de la semaine écoulée, ressentait un mélange de justification et de dégoût. La justification vint du fait que son approche patiente leur avait permis de découvrir non seulement la menace immédiate, mais aussi l'ensemble du réseau qui la soutenait. Le dégoût naquit du fait de voir noir sur blanc à quel point certaines personnes étaient prêtes à vendre leur propre pays pour leur propre profit. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est une série de profils psychologiques préparés par des services de renseignements étrangers qui analysaient sa propre personnalité et son style de leadership avec une précision clinique. Les documents révélèrent que ses ennemis l'avaient étudié pendant des années, identifiant ce qu'ils croyaient être ses faiblesses et ses vulnérabilités. Ils avaient conclu que son idéalisme le rendrait prévisible, que son attachement aux principes démocratiques l'empêcherait de prendre des mesures décisives contre les menaces, et que sa jeunesse et son inexpérience le rendraient facile à manipuler ou à destituer. L'ironie ne lui échappait pas, ses prétendues faiblesses étaient en réalité ses plus grandes forces. Son idéalisme l'avait poussé à se concentrer sur le service de son peuple plutôt que sur lui-même. Son attachement aux principes démocratiques lui avait assuré de conserver l'autorité morale nécessaire pour dénoncer la conspiration, et sa jeunesse lui avait donné l'énergie et la capacité d'adaptation nécessaires pour déjouer les adversaires qu'il avait sous-estimés en raison de leurs propres hypothèses cyniques sur le pouvoir et le leadership. Alors qu'il se préparait à ce qui allait devenir son discours à la conscience de l'Afrique, un discours qui allait être diffusé sur tout le continent et au-delà, Traoré réfléchit aux implications plus larges de ce qui avait été découvert. Il ne s'agissait pas simplement d'un coup d'État manqué dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Il s'agissait d'un modèle d'ingérence étrangère et de corruption intérieure qui sévissait sur le continent depuis des décennies. Un modèle qui ne pouvait être brisé que par la transparence, la responsabilité et le genre de courage moral dont trop de dirigeants n'avaient pas voulu faire preuve. La salle principale du palais présidentiel avait été transformée pour l'occasion en studio de télévision avec des caméras positionnées pour capturer non seulement les paroles du président, mais aussi les éléments symboliques qui l'entouraient. Le drapeau du Burkina Faso, des portraits des héros de l'indépendance du pays, surtout, une collection d'objets traditionnels qui représentaient les racines culturelles profondes qu'aucune manipulation étrangère ne pouvait rompre.
Lorsque Traoré commença à parler ce soir-là, sa voix était d'une gravité qui indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas simplement d'un autre discours politique, mais d'un moment historique dont on se souviendrait longtemps après que tous les participants aient quitté la scène. Mes chers compatriotes africains, commença-t-il, s'adressant délibérément non seulement à ses propres citoyens, mais à l'ensemble du continent. Ce dont nous avons été témoins cette semaine n'est pas seulement l'échec d'une conspiration, mais la révélation d'un système d'exploitation qui opère dans l'ombre depuis bien trop longtemps. Les documents que nous avons récupérés révèlent non seulement les ambitions du général Douamba, mais aussi les méthodes par lesquelles les puissances étrangères ont cherché à maintenir le contrôle de nos ressources, de nos gouvernements et de notre avenir. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots se déposer avant de continuer. Ces documents nous montrent que nos ennemis ne nous voient pas comme des égaux à respecter, mais comme des enfants à manipuler. Ils ne considèrent pas nos ressources comme appartenant à notre peuple, mais comme des prix à réclamer par celui qui pourra installer le gouvernement le plus complaisant. Ils ne voient pas notre démocratie comme une expression légitime de la volonté de notre peuple, mais comme un obstacle à éliminer chaque fois qu'il devient contraire à leurs intérêts. Le discours dura près d'une heure, exposant méthodiquement les preuves qui avaient été recueillies, mais surtout articulant une vision sur la manière dont les nations africaines pourraient se protéger contre de telles interférences à l'avenir. Il parla de la nécessité d'une plus grande coopération régionale, d'un partage de renseignements entre les gouvernements démocratiques, de partenariats économiques qui servent les intérêts africains plutôt que d'exploiter les ressources africaines. Mais le moment le plus fort fut peut-être celui où il aborda directement la question que de nombreux téléspectateurs se posaient sans doute: comment pourraient-ils savoir si des conspirations similaires étaient à l'œuvre dans leur propre pays? Les signes sont toujours là, expliqua Traoré, sa voix prenant le ton d'un enseignant plutôt que d'un politicien. Lorsque les officiers militaires commencent à vivre au-dessus de leurs moyens, lorsque les responsables gouvernementaux développent des amitiés soudaines avec des hommes d'affaires étrangers, lorsque les décisions politiques semblent servir des intérêts extérieurs plutôt que nationaux, ce sont les signes avant-coureurs que chaque citoyen doit apprendre à reconnaître. Il annonça ensuite la création de ce qu'il appela l'Initiative de défense démocratique africaine, un réseau continental d'organisations de la société civile, de journalistes et de responsables gouvernementaux dédiés à l'identification et à la dénonciation des ingérences étrangères dans la politique africaine. L'initiative fournirait une formation et des techniques d'enquête, des méthodes de communication sécurisées et des stratégies juridiques à ceux qui sont assez courageux pour s'attaquer à des intérêts puissants. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les nations africaines peuvent réellement se libérer de décennies de manipulation étrangère ou les forces extérieures sont-elles trop puissantes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous pensez de cet éveil continental. La réponse au discours de Traoré fut immédiate et écrasante. En quelques heures, des mouvements similaires commencèrent à émerger à travers le continent. Au Ghana, un groupe de journalistes annonça qu'il lançait une enquête approfondie sur les accords d'infrastructure chinois qui semblaient favoriser les travailleurs étrangers au détriment de l'emploi local. Au Kenya, des organisations de la société civile commencèrent à exiger une plus grande transparence dans les accords d'extraction minière. Au Nigeria, des groupes d'étudiants organisèrent des manifestations appelant à la renégociation des contrats pétroliers signés sous les gouvernements militaires précédents. Mais la réponse la plus significative vint d'une source inattendue, le général Douamba lui-même. Depuis sa cellule de prison, l'ancien chef militaire en disgrâce accepta de coopérer pleinement avec les enquêteurs, ayant apparemment réalisé que ses agents étrangers l'avaient abandonné au moment où son utilité avait pris fin. Ces aveux détaillés remplirent plus d'1 millier de pages, offrant un aperçu inédit de la manière dont les services de renseignement étrangers recrutaient et géraient leurs actifs africains. Les aveux révélèrent un monde de manipulation psychologique élaboré, où des officiers militaires ambitieux furent progressivement compromis par une combinaison de flatterie, d'incitation financière et de coïncidences soigneusement mises en scène, leur donnant l'impression d'être les architectes de leur propre ascension au pouvoir. Douamba décrivit comment il avait été approché initialement par le biais de contacts sociaux apparemment innocents, une invitation à dîner d'un expert culturel, une rencontre fortuite lors d'une conférence internationale, une offre de fournir des services de conseil à des entreprises étrangères intéressées par les marchés africains. Chaque interaction avait été conçue pour établir la confiance et la dépendance tout en recueillant des informations sur sa personnalité, ses ambitions, ses peurs et ses faiblesses.
Au moment où il réalisa qu'il était manipulé, il était déjà si profondément compromis qu'il sentait qu'il n'avait d'autre choix que de continuer à coopérer avec les plans de plus en plus ambitieux de ses gestionnaires. Le profil psychologique qui ressortit de ses confessions était celui d'un homme convaincu qu'il servait les intérêts de son pays, même s'il les trahissait. Ses conseillers étaient passés maîtres dans l'art de justifier chaque étape du complot, présentant le coup d'État comme une intervention nécessaire pour sauver le Burkina Faso du chaos de la gouvernance démocratique et de l'inexpérience de son jeune président. Le plus effrayant fut la description que Douamba fit de la célébration que ses contacts étrangers avaient prévue pour le lendemain du succès du coup d'État. Un hôtel de luxe à Paris avait été réservé pour ce qui était décrit de manière euphémique comme une « conférence sur la gouvernance de transition », où les politiques du nouveau gouvernement seraient définies par des conseillers étrangers qui n'avaient jamais mis les pieds au Burkina Faso mais qui avaient déjà réparti les ressources du pays entre leurs sponsors d'entreprise. La révélation de ces plans provoqua une nouvelle vague d'indignation à travers le Burkina Faso et au-delà, renforçant la détermination populaire à défendre la souveraineté nationale et à réclamer des réformes profondes. Face à cette indignation massive, le président Traoré prit des mesures immédiates pour renforcer la transparence et la participation citoyenne. Il ordonna la création d'une commission indépendante chargée d'examiner tous les contrats passés dans les 10 dernières années, avec la participation de représentants de la société civile, des experts locaux et internationaux, ainsi que des membres du Parlement burkinabé. Cette commission eut pour mission non seulement de démasquer les contrats frauduleux et les abus, mais aussi de proposer un cadre réglementaire plus strict pour prévenir toute nouvelle tentative d'exploitation abusive. La population, galvanisée par ces actions, s'impliqua activement dans le processus, exigeant un accès ouvert aux informations et une responsabilisation réelle des dirigeants. Parallèlement, le gouvernement lança une vaste campagne d'éducation civique visant à sensibiliser les citoyens aux enjeux de la gouvernance, à leurs droits et devoirs, et à l'importance de la vigilance face aux tentatives d'ingérence. Des forums populaires, des ateliers dans les écoles et des émissions radio furent organisés dans tout le pays pour renforcer la conscience démocratique. Sur le plan diplomatique, Traoré entreprit une tournée africaine pour promouvoir la coopération régionale contre la corruption et l'ingérence étrangère. Il plaida pour la création d'un observatoire continental des activités suspectes, capable de coordonner les efforts entre États et de renforcer les capacités des services de renseignement locaux. Cette initiative reçut un accueil favorable et amorça un nouvel élan de solidarité africaine fondé sur le respect mutuel et la défense des intérêts communs. Les défis restaient nombreux, mais pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir brillait au-dessus du continent. Le Burkina Faso, à travers cette crise, était devenu un symbole puissant de résistance et de renaissance démocratique. Les cicatrices laissées par la trahison du général Douamba rappelaient à tous que la vigilance était la condition sine qua non de la liberté. Mais elles démontraient aussi que le peuple, uni et déterminé, pouvait surmonter les pires épreuves pour défendre sa dignité et son avenir. Dans les semaines qui suivirent, les médias internationaux commencèrent à porter un regard nouveau sur le Burkina Faso. Les reportages mettaient en lumière non seulement la lutte contre la corruption, mais aussi l'engagement croissant de la société civile et la montée d'une jeunesse déterminée à prendre part activement à la vie politique. Des documentaires, des interviews et des analyses soulignaient comment ce petit pays d'Afrique de l'Ouest devenait un exemple de démocratie résiliente dans un contexte souvent marqué par l'instabilité. À l'intérieur du pays, ce renouveau s'accompagnait de défis considérables. Les fractures sociales et économiques issues des années de mauvaise gouvernance ne pouvaient se résorber du jour au lendemain. De nombreux Burkinabés continuaient à faire face à la pauvreté, au chômage et à l'insécurité, tandis que certains acteurs politiques cherchaient encore à exploiter les divisions pour leurs propres intérêts. Mais la détermination populaire à ne plus laisser le pays sombrer dans les travers du passé était palpable. Les mouvements citoyens se multiplièrent, organisant des campagnes pour renforcer la transparence, la justice sociale et le développement durable. Le dialogue entre les différentes communautés s'intensifia, porté par une volonté commune de bâtir un avenir meilleur, loin des influences néfastes et des manœuvres obscures. Le président Traoré, conscient que la route serait longue, insista sur l'importance de la patience, de l'unité nationale et de la persévérance. Il engagea des réformes économiques visant à diversifier les sources de revenus du pays, à encourager l'investissement local et à protéger les ressources naturelles contre les exploitations abusives. Enfin, il appela à une nouvelle génération de leaders,
capable d'incarner les valeurs de transparence, de justice et de service à la nation. Ce message résonna profondément, inspirant beaucoup de jeunes à s'impliquer en politique, dans la société civile ou dans des initiatives communautaires. Ainsi, alors que le Burkina Faso poursuivait son chemin vers la reconstruction et la consolidation démocratique, son histoire récente demeurait un puissant rappel que même face aux plus grands défis, le courage collectif et la vérité pouvaient triompher. Cependant, malgré les avancées, de nouvelles menaces commencèrent à émerger. Certains réseaux clandestins, déstabilisés mais pas éliminés, tentaient de regagner du terrain en infiltrant les structures locales, exploitant les tensions communautaires et la méfiance envers les autorités. Ces groupes cherchaient à profiter des failles du système pour réintroduire des logiques de corruption et de manipulation. Face à ce défi, le gouvernement renforça la collaboration avec les forces de sécurité et les partenaires internationaux, tout en mettant un accent particulier sur la formation et la responsabilisation des agents publics. La transparence fut élevée au rang de priorité nationale, avec la mise en place de plateformes numériques permettant aux citoyens de signaler les abus et de suivre les actions gouvernementales. Parallèlement, l'éducation civique gagna en importance dans les écoles et universités, inculquant aux nouvelles générations les valeurs de démocratie, de respect des droits humains et de vigilance face aux tentatives de déstabilisation. Des campagnes médiatiques renforcèrent cette dynamique, mobilisant la population autour d'un idéal commun de paix et de progrès. La société civile, elle aussi, prit un rôle moteur dans ce combat, multipliant les initiatives de sensibilisation, de plaidoyer et de contrôle citoyen. Elle devint un partenaire essentiel du gouvernement dans la prévention des crises, démontrant que la démocratie vivante ne peut s'épanouir que dans un dialogue permanent entre les pouvoirs publics et les citoyens. Avec le temps, cette approche intégrée porta ses fruits, la confiance entre les différentes composantes de la nation se renforça, les institutions gagnèrent en crédibilité, et le Burkina Faso s'imposa progressivement comme un exemple de résilience démocratique en Afrique. Cette nouvelle dynamique ne fut pas sans défi. Des résistances subsistèrent, notamment parmi certains acteurs politiques et économiques qui voyaient d'un mauvais œil la montée en puissance de la transparence et de la responsabilité. Certains tentaient encore de freiner les réformes, usant de pression, de désinformation ou de manœuvres dilatoires. Pour contrer ces obstacles, le président Traoré et son gouvernement multiplièrent les dialogues avec toutes les parties prenantes, cherchant à construire des consensus autour d'un projet national inclusif. Ils mirent également en place des mécanismes indépendants de contrôle et de sanction, garantissant que nul ne soit au-dessus des lois, quel que soit son rang. Par ailleurs, la scène internationale évoluait aussi. Les partenaires traditionnels durent revoir leurs approches, face à une Afrique plus consciente et plus exigeante, refusant désormais les ingérences unilatérales. Cette période fut marquée par une réévaluation des relations diplomatiques, fondée sur le respect mutuel et la coopération équitable. Dans les rues de Ouagadougou et des autres villes, le sentiment de fierté et de renaissance se manifestait au quotidien. Les citoyens participaient activement à la vie démocratique, exprimant leurs attentes et leurs critiques dans un climat plus serein et constructif. Les jeunes, en particulier, étaient porteurs d'un espoir tangible, prêts à bâtir un avenir meilleur. Le Burkina Faso, malgré les épreuves, devenait un symbole d'espoir pour toute une région. Une preuve vivante que même face au vent contraire de l'histoire, la volonté collective peut triompher et ouvrir la voie à une gouvernance juste et respectueuse des droits humains. Dans les mois qui suivirent, plusieurs réformes majeures furent adoptées. Le système judiciaire fut renforcé pour garantir une indépendance réelle face aux pressions politiques et économiques. Des lois anticorruption plus strictes furent mises en place, accompagnées de structures chargées d'enquêter sur les abus et de poursuivre les coupables, sans exception. L'éducation civique prit une place centrale dans les programmes scolaires. Il ne s'agissait plus seulement d'apprendre à lire ou à écrire, mais de comprendre les droits et devoirs du citoyen, le fonctionnement des institutions, et l'importance de la participation démocratique. Ces initiatives rencontrèrent un franc succès, suscitant un véritable engouement chez les jeunes. Parallèlement, le gouvernement investit dans le développement économique durable, cherchant à réduire la dépendance aux ressources naturelles et à promouvoir l'entrepreneuriat local. Des partenariats furent noués avec des acteurs engagés dans des projets respectueux de l'environnement et des communautés locales. Cependant, les défis restaient nombreux. Certains anciens réseaux corrompus tentaient encore de manipuler le système à leur avantage, usant de tactiques subtiles pour maintenir leur influence.
Mais la vigilance citoyenne et la pression populaire s'étaient accrues, rendant leurs manœuvres de plus en plus difficiles à mettre en œuvre. Le Burkina Faso devenait ainsi un exemple d'une transition réussie, où démocratie, justice sociale et développement économique s'entremêlaient pour construire une société plus équitable. La nation, forte de cette expérience, se tenait prête à affronter les défis futurs, avec la certitude que le pouvoir véritable appartient toujours au peuple. L'idée que des puissances étrangères étaient si confiantes dans leur succès qu'elles avaient déjà planifié la célébration de l'installation de leur gouvernement fantoche était considérée comme l'insulte ultime à la souveraineté et à la dignité africaine. Le président Trayor, en examinant ses confessions dans son bureau tard un soir, s'est senti envahi par quelque chose qu'il n'avait pas prévu, de la pitié pour le général Douamba. L'homme qui était entré dans le même bureau quelques semaines plus tôt avec tant d'arrogance et de certitude apparaissait maintenant dans son témoignage comme une victime de ses propres ambitions, manipulé par des manipulateurs qui avaient compris sa psychologie mieux que lui-même. Mais ce moment de pitié a rapidement été remplacé par une colère plus profonde envers le système qui avait créé de telles vulnérabilités en premier lieu. Combien d'autres dirigeants africains, passés et présents, ont été manipulés de la même manière ? Combien de coups d'État ? Combien de décisions politiques, combien d'accords économiques ont été le résultat non pas de choix africains, mais de manipulations étrangères opérant en coulisses ? Cette question a conduit à la création de ce que les historiens appelleront plus tard le processus de Ouagadougou, un examen systématique des décisions politiques et économiques prises par les gouvernements africains au cours des décennies précédentes, visant à identifier les modèles d'influence étrangère et à développer des stratégies pour empêcher de telles manipulations à l'avenir. Le processus a commencé avec l'histoire même du Burkina Faso, en examinant chaque décision politique majeure prise depuis l'indépendance pour déterminer laquelle avait servi de véritables intérêts nationaux et laquelle avait principalement bénéficié aux puissances étrangères. Les résultats ont été décevants. Un modèle clair de politiques économiques ayant systématiquement favorisé les sociétés d'extraction étrangère au détriment du développement local, d'accords militaires ayant servi des intérêts stratégiques étrangers plutôt que la sécurité nationale, de besoins et d'alliances politiques ayant isolé les pays africains de leurs voisins tout en les liant plus étroitement aux anciennes puissances coloniales à émerger. Mais le processus de Ouagadougou ne se limitait pas à identifier les erreurs passées. Il s'agissait de créer un cadre permettant de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Des équipes d'économistes, de politologues et d'analystes politiques ont travaillé à l'élaboration de ce qu'ils ont appelé des évaluations d'impact sur la souveraineté, des analyses détaillées qui seraient nécessaires pour toute décision politique majeure, mesurant non seulement les coûts et les avantages économiques, mais aussi les implications à long terme pour l'indépendance nationale et l'autodétermination. Le premier test majeur de ce nouveau cadre a eu lieu plus tôt que prévu. À peine 2 mois après l'arrestation du général Douamba, un consortium de sociétés minières internationales a approché le gouvernement du Burkina Faso avec une offre qui, à première vue, semblait être exactement ce dont le pays avait besoin. Un investissement de plusieurs milliards de dollars dans l'extraction du lithium qui créerait des milliers d'emplois et générerait des revenus gouvernementaux substantiels. Les gouvernements précédents auraient peut-être sauté sur une telle opportunité, compte tenu notamment des besoins de développement continu du pays et de la pression internationale pour attirer les investissements étrangers. Mais le nouveau processus d'évaluation de l'impact sur la souveraineté a révélé des parallèles troublants avec les accords qui avaient été planifiés dans le cadre de la conspiration de Douamba. Le contrat proposé aurait donné aux entreprises étrangères un contrôle étendu non seulement sur les sites miniers, mais également sur les infrastructures environnantes, notamment les routes, la production d'électricité et même les structures de gouvernance locale. Les promesses d'emploi, bien qu'impressionnantes en chiffres bruts, étaient fortement orientées vers les spécialistes techniques étrangers, les travailleurs locaux étant relégués à des postes peu qualifiés avec des opportunités de formation minimales. Le plus inquiétant est que les évaluations d'impact environnemental et social fournies par les entreprises ont été préparées par des cabinets de conseil ayant des antécédents documentés de sous-estimation des coûts à long terme des projets d'extraction, en particulier dans les contextes africains où la surveillance réglementaire était traditionnellement faible. Après des mois d'analyse minutieuse et de consultation publique, un processus qui a lui-même envoyé un message sur les nouvelles normes de transparence qui régiraient de telles décisions, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé sa décision de rejeter le contrat proposé en faveur d'une approche entièrement différente.
Au lieu de vendre les droits d'extraction à des sociétés étrangères, le gouvernement développerait les gisements de lithium grâce à une combinaison d'entreprises publiques et de partenariats avec d'autres pays africains ayant de l'expérience dans le traitement des minéraux. Le projet prendrait plus de temps à mettre en œuvre et nécessiterait un investissement initial plus important de la part du gouvernement, mais il garantirait que les bénéfices des ressources naturelles du pays resteraient entre les mains des Africains. Cette annonce a provoqué une onde de choc dans les milieux d'affaires internationaux, où elle a été perçue comme un précédent dangereux susceptible de s'étendre à d'autres pays africains riches en ressources. Les éditoriaux des principaux journaux occidentaux ont mis en garde contre les risques du nationalisme des ressources et contre le risque de réduction des investissements étrangers sur tout le continent. Mais la réponse des Africains ordinaires a été extrêmement positive. Il y avait enfin la preuve que les leçons de la conspiration de Dwamba étaient appliquées de manière pratique et que l'engagement en faveur de la souveraineté et de l'autodétermination était plus qu'une simple rhétorique politique. Pensez un instant. Si vous étiez à la tête d'un pays riche en ressources, choisiriez-vous les profits rapides des transactions étrangères ou la voie plus longue et plus difficile consistant à développer vous-même ces ressources? Sur quoi se baserait votre décision? Faites-nous savoir dans les commentaires quels facteurs influenceraient votre choix. Le succès de la nouvelle approche du Burkina Faso a commencé à attirer l'attention d'autres dirigeants africains qui étaient confrontés à des décisions similaires concernant l'extraction des ressources et les investissements étrangers. Une série de sommets et de conférences ont réuni des responsables gouvernementaux, des dirigeants de la société civile et des experts universitaires pour partager leurs expériences et développer des stratégies communes visant à protéger les intérêts africains tout en participant à l'économie mondiale. Ces rassemblements ont révélé que les techniques de manipulation utilisées contre le général Dwamba étaient loin d'être uniques. Des modèles similaires de recrutement, de compromis et de contrôle ont été utilisés à travers le continent, souvent avec des résultats dévastateurs pour les pays et les peuples concernés. Mais ils ont également révélé qu'il y avait des réussites, des dirigeants qui avaient résisté à de telles manipulations, des politiques qui avaient véritablement servi les intérêts nationaux et des communautés qui avaient trouvé des moyens de bénéficier de l'engagement international sans sacrifier leur autonomie. L'un des témoignages les plus marquants est celui d'un ancien ministre nigérian du pétrole, qui a décrit comment il avait été approché par des représentants de grandes compagnies pétrolières avec des offres qui semblaient trop belles pour être refusées. Les entreprises avaient promis non seulement des revenus immédiats, mais aussi des transferts de technologie, des programmes de formation professionnelle et des mesures de protection de l'environnement qui établiraient de nouvelles normes pour l'industrie. Mais une analyse minutieuse des contrats proposés a révélé que les transferts de technologie se limitaient à des équipements obsolètes que les entreprises prévoyaient déjà d'éliminer progressivement. Les programmes de formation professionnelle ont été conçus pour créer une dépendance plutôt qu'une véritable expertise en matière de protection de l'environnement. Les mesures contenaient des lacunes qui auraient permis des dommages écologiques importants tout en offrant une couverture juridique aux entreprises impliquées. La décision du ministre de rejeter ces offres et de négocier un accord plus équitable avait initialement été critiquée par les observateurs internationaux comme étant à courte vue et naïve sur le plan économique. Mais au fil du temps, alors que d'autres pays qui avaient accepté des accords similaires ont subi les conséquences environnementales et économiques que le gouvernement nigérian avait évitées, sa décision a été de plus en plus considérée comme un exemple du type de réflexion à long terme dont les dirigeants africains avaient besoin. Ces histoires de résistance et de succès ont fourni à la fois une inspiration et des conseils pratiques à d'autres dirigeants confrontés à des pressions similaires. Ils ont démontré qu'il était possible de maintenir des relations positives avec des partenaires internationaux tout en protégeant les intérêts nationaux, que le développement économique ne nécessitait pas de renoncer à la souveraineté et que les coûts à court terme du rejet des accords d'exploitation étaient largement compensés par les avantages à long terme du maintien du contrôle sur les ressources nationales et les processus de prise de décision. Le réseau issu de ces échanges est devenu connu sous le nom de Sovereignty Alliance. Il ne s'agit pas d'une organisation formelle avec des traités et des structures bureaucratiques, mais d'une confédération informelle de dirigeants, d'activistes et d'intellectuels déterminés à se soutenir mutuellement dans la lutte continue pour maintenir l'indépendance et l'autodétermination de l'Afrique. L'influence de l'Alliance est devenue évidente dans une série de décisions politiques prises à travers le continent. Au cours des mois suivants, le Tchad a renégocié ses accords de partage des revenus pétroliers afin de garantir de plus grands avantages aux communautés locales. La Tanzanie a restructuré sa réglementation minière pour exiger une plus grande participation locale dans les projets d'extraction.
Le Ghana a mis en œuvre de nouvelles exigences de transparence pour les investissements étrangers, ce qui a rendu beaucoup plus difficile pour les entreprises de dissimuler les véritables coûts et avantages de leurs projets proposés. Mais la victoire la plus significative a peut-être eu lieu dans un pays où peu de gens s'y attendaient, la République démocratique du Congo, dont les vastes richesses minérales en ont fait une cible d'exploitation pour de multiples puissances étrangères pendant des décennies. Inspiré par l'exemple du Burkina Faso et soutenu par l'expertise technique développée grâce à l'Alliance de souveraineté, le gouvernement congolais a annoncé une révision complète de tous les contrats miniers existants en vue de renégocier les termes qui serviraient mieux les objectifs de développement national. Le processus de révision a duré près de 2 ans et a fait face à une pression énorme de la part des sociétés minières internationales, des gouvernements étrangers et même de certaines institutions financières internationales qui ont menacé de représailles économiques si les contrats étaient considérablement modifiés. Mais le gouvernement congolais, soutenu par le soutien populaire et l'assistance technique des partenaires de l'Alliance, a persévéré malgré la pression et a finalement réussi à restructurer les accords de manière à doubler les recettes publiques tout en augmentant considérablement les besoins en matière d'emploi local et de transfert de technologie. Le succès du Congo a envoyé un message à toute l'Afrique et au-delà, l'époque de l'extraction des ressources selon des conditions entièrement dictées par des sociétés étrangères touchait à sa fin. Plus important encore, cela a démontré que même les pays disposant d'un pouvoir de négociation limité pouvaient parvenir à des accords plus équitables lorsqu'ils avaient accès au type d'expertise technique et de soutien moral que l'Alliance souverainiste fournissait. Alors que le président Thor réfléchissait à ces développements depuis son bureau à Ouagadougou, 2 ans après la tentative de coup d'État manqué qui avait déclenché ce réveil continental, il a été frappé par tout ce qui avait changé et par tout ce qu'il restait encore à faire. Malgré ces avancées prometteuses, le chemin vers une véritable indépendance économique et politique restait semé d'embûches. Les réseaux d'influence étrangère ne s'étaient pas simplement évaporés, ils s'étaient adaptés, devenant plus subtils, plus difficiles à détecter. Le président Thor en était pleinement conscient. Chaque victoire remportée par le Burkina Faso et ses partenaires risquait de déclencher de nouvelles manœuvres, des tentatives renouvelées de déstabilisation ou de manipulation. Dans ce contexte, la souveraineté ne pouvait plus être considérée comme un acquis mais comme un combat permanent, exigeant vigilance, unité et innovation. Le processus de Ouagadougou, devenu une référence continentale, devait désormais intégrer de nouvelles dimensions, la cyberdéfense contre les ingérences numériques, la formation d'une nouvelle génération de dirigeants éclairés et la consolidation d'une conscience populaire capable d'exiger responsabilité et transparence. Le président savait que le rôle des médias, des universités et des organisations de la société civile serait crucial. Il impulsa donc un vaste programme éducatif visant à sensibiliser les jeunes Africains aux enjeux de la souveraineté et du développement durable, en s'appuyant sur les succès et les leçons tirées du Burkina Faso. Parallèlement, la coopération entre nations africaines s'intensifia. Des forums économiques régionaux se multiplièrent, favorisant le partage des ressources techniques et financières et renforçant les liens commerciaux intra-africains. L'Union africaine elle-même prit appui sur ces dynamiques pour promouvoir une vision plus autonome, fondée sur la solidarité et l'intégration. Cependant, au-delà des sphères politiques et économiques, ce qui changeait véritablement le visage de l'Afrique était la mobilisation de ses citoyens. Des mouvements citoyens, des initiatives communautaires, des réseaux d'entrepreneurs engagés contribuaient à bâtir un continent plus résilient, capable de faire face aux défis actuels et futurs. À Ouagadougou, dans son bureau baigné par la lumière du matin, le président Thor méditait sur ces transformations. Le chemin avait été long et ardu, mais la route tracée promettait un avenir où l'Afrique serait enfin maîtresse de son destin. Pourtant, il savait aussi que ce combat ne se terminerait jamais vraiment. Chaque génération devrait reprendre le flambeau, veiller à ne jamais oublier les erreurs du passé, et nourrir l'espoir d'un continent libre, juste et prospère. La crise immédiate avait été résolue. La conspiration avait été révélée et les conspirateurs avaient été traduits en justice. Mais le travail plus profond de construction d'États africains véritablement indépendants et souverains était un projet générationnel qui nécessiterait un engagement soutenu de la part des dirigeants et des citoyens. Le soleil du matin traversait les fenêtres de son bureau illuminé. Une scène très différente de celle qui avait eu lieu pendant ces moments de tension où le général Douamba avait tenté de l'intimider pour qu'il cède le pouvoir.
Les murs affichaient désormais des cartes montrant l'avancement des initiatives de souveraineté à travers le continent, des photographies de sommets et de conférences de l'Alliance, ainsi que des lettres de citoyens exprimant leur soutien à la nouvelle direction que prenaient les dirigeants africains. Mais le plus important, c'est qu'il y avait un nouveau sentiment de possibilité dans l'air. Un sentiment que l'avenir pourrait être différent du passé, que les pays africains pourraient tracer leur propre voie dans le monde sans constamment chercher par-dessus leur épaule l'approbation ou la désapprobation des anciennes puissances coloniales. L'histoire de la façon dont le président Ibrahim Traoré avait humilié le général Douamba était devenue plus qu'une simple anecdote politique. Il était devenu le symbole d'un nouveau type de leadership africain. Un homme qui combinait courage moral et intelligence stratégique, celui qui avait compris que la véritable force ne venait pas de la force militaire ou du soutien étranger, mais de la confiance et du soutien de son propre peuple. Et alors que le soleil se couchait sur Ouagadougou ce soir-là, projetant de longues ombres sur une ville qui avait été témoin de tant d'histoires et qui écrivait désormais sa propre histoire, le message était plus clair que jamais. L'ère de la manipulation et de l'exploitation touchait à sa fin, et l'ère de la véritable indépendance africaine commençait enfin. Voilà ce qui arrive lorsque la dignité affronte la tromperie. Quand la vérité défie le pouvoir. Lorsque la voix du peuple s'élève au-dessus des murmures de ceux qui voudraient vendre leurs droits d'aînesse pour un gain temporaire. Le général pensait qu'il était invincible, mais il apprit qu'aucune conspiration n'est plus forte qu'un peuple déterminé à être libre.